Bienvenue sur Flecast Talks, The Podcast, épisode 300. Aujourd'hui dans l'émission, nous venons d'apprendre que 3% de la population du Venezuela est venue ici sous Joe Biden. Nous allons vous expliquer pourquoi nous augmentons notre nombre de migrants. Ensuite, les personnes les plus violentes et déséquilibrées lors de la manifestation No Kings étaient des éducateurs. Nous allons revenir sur les moments forts de cet événement. Ensuite, dans le malaise de la semaine, la variole du singe est de retour, les amis. Oui. Et pour finir, dans la rubrique Urban Decay, nous avons un récidiviste de 15 ans qui a été arrêté 111 fois. Pas bon. Tout ça et bien plus encore, c'est Flecast Talks, le podcast, épisode 300, classé meilleur podcast d'actualité de tous les temps. Parce que les mots ne sont que des mots tant qu'aucune action ne suit. Et les actions parlent plus fort que les mots, mais en même temps, les mots peuvent aussi parler fort des actions, car parfois, c'est la bonne chose à faire. Très cool. Hey, épisode 300. On l'a fait. On l'a fait. Ouais, on l'a fait. Ça fait du bien, on continue juste à venir, on vit dans une boucle comme Un jour sans fin ou The Truman Show. Ouais. Mais nous voilà. Je me demande si les autres personnes ayant des émissions vivent aussi un scénario à la Un jour sans fin. Car beaucoup en ont, non, considèrent qu'à sa vérité, à part substante. Tu continues simplement et c'est toujours « Oh, il faut préparer l'émission. Oh, l'émission, c'est demain. L'émission, c'est aujourd'hui. L'émission, c'était hier. L'émission, c'est demain. L'émission, c'est aujourd'hui. » Un signe de fatigue? Non, je pourrais en faire 300 de plus. Je m'amuse toujours. Ouais. Il y a toujours des nouveautés et des blagues amusantes. Ça fait du bien. Ouais. J'ai tous les 300 scripts ici. Ratboy veut que je les jette. Vous savez, Flecas et moi, on ne se parle pas en dehors de l'émission. On est comme des ennemis maintenant. Ouais, on ne se parle pas, on fait juste l'émission pour vous. Il vient seulement 2 fois par semaine, on fait semblant. Aujourd'hui, dans Uplifting Gold, nous sommes... Désolé, hein, je ne voulais pas ignorer tes 300 scripts. Comme on est enregistré sur YouTube en vidéo, tu n'as plus besoin des scripts après. Mon point, c'est que si tu as déjà tout en vidéo à la télé, ça remplace les scripts. Maintenant, ce n'est plus que du papier. Mais tu ne peux pas jeter de l'argent. Tu dois déménager, tu dois bouger, et il y a toujours 2 cartons lourds à chaque fois que tu déménages. Ouais, je ne comprends pas. Ce sont comme les choses les plus importantes. Si jamais il y avait un incendie dans la maison... Ça détruirait la maison. Ça accélérerait l'incendie. Je le prendrai en premier, c'est une priorité pour moi. Je ne comprends pas, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est important? Je pense que c'est de l'histoire. Tu devrais les donner, mais ils finiraient juste par encombrer un tiroir chez quelqu'un. Hein, c'est ce que je dis. Si le prix convenait, je pourrais peut-être le donner, mais je ne vais pas le faire. Comme ça. Aujourd'hui, dans Uplifting Gold, on va revoir certaines de mes histoires préférées et présenter une belle compilation pour revenir en arrière. Toute l'émission sera ainsi. Merci, on n'aurait pas fait 300 épisodes sans vous. On vous aime, c'est tout. Oui, merci. Oui, merci. Vraiment merci d'être là et merci de nous soutenir. Alors, commençons l'émission, épisode 300. Première chose, ils ont trouvé un perchoir d'assassinat de Donald Trump à Palm Beach. Oui, le Secret Service américain a découvert un mirador de chasse suspect, positionné avec une vue dégagée sur la zone où le président Trump descend de l'Air Force One à l'aéroport international de Palm Beach, selon Fox. Ils ont publié un communiqué. Le Secret Service américain a découvert ce qui semblait être un poste de chasse surélevé, avec une ligne de visée directe sur la zone d'atterrissage de l'Air Force One, a déclaré Kash Patel. Oui, et il n'y a pas vraiment de chasse à faire à l'aéroport de Palm Beach. Oui, il y a, je pense que peut-être des mouettes ou quelques oiseaux pourraient être concernés, mais vous pouvez voir la vue aérienne ici, c'est littéralement juste un petit bosquet d'arbres, et c'est la seule végétation naturelle là-bas, donc c'était clairement un kit d'assassinat. Je suis d'accord, content qu'il l'ait attrapé. Passons à la section Mamdani. Beaucoup de courses arrivent. D'accord? Mamdani est le premier dont on va parler. Il a eu une photo récente après l'un de ces événements, et là vous pouvez voir que c'est lui avec un groupe de personnes de couleur. Oui, une foule de personnes brunes, et puis une fille blanche qui a clairement l'air libérale à l'avant. Ça pourrait être une personne juive. Oui, ça en a l'air, je n'allais pas en parler. C'est ce que ça me semble être. Oui, ça y ressemble effectivement. En fait, cela a du sens en voyant cette image, surtout comparé au nouveau sondage. C'est tout l'objectif. Le sondage pour l'élection du maire de New York en 2025 montre Cuomo à 40% et Mamdani à 31% chez les natifs américains. Chez les natifs étrangers, Mamdani obtient 62% contre 24% pour Cuomo.
C'est le nouveau modèle économique. Oui, Ils vous chargent d'étrangers et ils disent aux étrangers « Hé, ce gars va vous aider, l'autre veut que vous partiez. tu l'as vu manger avec ses mains, tu as vu cet idiot manger avec ses mains, il est comme toi. » Ouais, le voilà en train de faire un bon dîner. Il porte un costume et il mange du riz gluant avec ses mains. Dégoûtant. Très dégoûtant, très irrespectueux. Et c'est bizarre aussi parce que le même gars mange un burrito avec une fourchette et un couteau. C'est comme s'il était juste quelqu'un de ringard et faux. Aucune cohérence. Il n'y a aucune cohérence parce qu'un burrito se mange avec les mains, au cas où vous ne le sauriez pas, et le riz, évidemment, se mange avec une fourchette. Manger dans le métro, c'est dégoûtant. Ouais, et tu sais, manger en costume, je pourrais comprendre quelqu'un qui mange avec les mains en portant un de ses vêtements traditionnels, tu sais, juste un long poncho flottant. Ils sont par terre. Peu importe, ouais, mange avec tes mains, vas-y. Ouais. Avec le costume, je vois les gars de Wall Street retourner leur cravate en mangeant avec une fourchette et un couteau. Nous avons perdu New York. Concernant les personnes nées à l'étranger, New York a toujours eu des hauts et des bas. Sous Rudy Giuliani, il y a eu une période de loi et d'ordre avec le stop and frisk et il a nettoyé la ville. Et puis après les années 80, il y a eu une très mauvaise période à Manhattan en général où la base fiscale s'est enfuie et où les affaires n'allaient pas bien. Quand tu as ces travailleurs nés à l'étranger ou ces New-Yorkais nés à l'étranger qui élisent un gars comme ça, tu n'as plus ce genre de réaction. Tu as ça quand New York est principalement blanche avec une population noire aléatoire. Il n'y a pas de réaction, tu vas juste t'enfoncer davantage dans le tiers-mondisme. Tu ne peux vraiment pas revenir en arrière. C'est ce que je dis. Ils prennent le contrôle, c'est positif. Il appliquera l'augmentation des impôts pour des bus gratuits ou autres, trouvant de nouveaux moyens de taxer, comme le maire Brandon Johnson à Chicago, ce qui peut aussi ruiner la ville financièrement. Ouais. Donc, Voici le point suivant. Au débat de la semaine dernière, il a affirmé vouloir lever 9 milliards de dollars d'impôts pour financer le bus gratuit. Et quelqu'un a fait une remarque très pertinente que je voulais partager. oui, les impôts en culpe font partie de la vie en société. Ils financent ce dont nous avons besoin, comme une grande police qui arrête et relâche sans cesse les mêmes criminels, et ce que nous voulons, comme leur permettre de prendre le bus avec vous et votre famille. Oui, j'aime bien ça. Je sais, Et en gros, je pense que New York pourrait devenir une zone à éviter parce que tout le monde va fuir. Et puis, Mamdani a dit qu'il voulait dépénaliser les délits mineurs. ouais. Je ne comprends pas l'intérêt de cette mesure. J'imagine que c'est parce que la plupart des criminels viennent des minorités. Donc c'est la raison, non? Les criminels venant surtout des minorités, on décriminalise la criminalité. Encore c'est cette histoire d'impact disparate. C'est pas complètement idiot, ça. J'ai lu un article où il disait vouloir supprimer l'intervention de la police lors d'appels pour violences domestiques. Super. Ce sont justement les interventions les plus violentes auxquelles il faut répondre. Ce sont celles qui risquent le plus de mener à un meurtre dans les 2 semaines suivantes. C'est fou. On va envoyer une assistante sociale avec un clipboard. Ouais. On a aussi trouvé un vieux extrait de lui dans un podcast où il parle, genre, de flirter avec l'idée d'abolir la propriété privée. Mon programme, c'est que chaque personne devrait avoir un logement et je pense que entre ces deux options, le système laisse des centaines de milliers de personnes sans abri. Pourquoi faire? Et s'il existait un système qui pouvait garantir un logement à chaque personne, que vous appeliez ça l'abolition de la propriété privée ou simplement une garantie de logement à l'échelle de l'État, ce serait préférable à ce qui se passe actuellement. C'était quoi ça? Oui, abolir la propriété privée. C'est comme si après avoir possédé un brownstone à 5 millions pendant des années, on te le retirait pour le donner à des personnes de couleur récemment arrivées qui n'ont rien construit ici. J'ai vu cette femme manger avec ses mains, elle vit maintenant dans ton sous-sol. Félicitations. Abolir, tu ne peux pas. C'est aussi drôle parce que c'est le genre de langage qui fait un signal de vertu à la gauche, mais en même temps, ça met tout le monde d'autre en alerte. Il n'arrive même pas à le faire de manière nuancée ou subtile, ce qui est vraiment sombre, tu sais. Mais si les chiffres sont là, tous les gens d'affaires normaux vont simplement quitter la ville et alors ça va devenir comme World War Z. Et c'est ce genre de conneries auquel il croit. Il s'est vraiment calmé et a réduit son extrémisme pour la vraie course à la mairie, maintenant que c'est un face-à-face avec Curtis Sliwa aussi impliqué, mais il a un peu baissé le ton. Mais c'est ce qu'il veut vraiment faire, c'est toujours là, c'est toujours en dessous. C'est qui il est vraiment? Et puis... Revenons à la police et au va-et-vient de New York, ce type va virer le commissaire du New York Police Department et il va nommer quelqu'un qui est complètement débile avec le même programme que lui, tu vois.
Ça va, c'est déjà mauvais. Gotham City? Ça va vraiment mal tourner et vous pourriez penser « Oh, abolir la propriété privée, c'est un rêve communiste, ça n'arrive jamais vraiment. » Mais nous avons ici un exemple du Canada où c'est pratiquement arrivé. Oui, cela vient de la ville de Richmond. Cela circulait en ligne le week-end dernier. Avis aux propriétaires enregistrés. Veuillez noter que la récente décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans l'affaire Cowichan Tribe contre Canada 2025 a pris d'importantes décisions qui pourraient affecter négativement le titre de propriété de votre terrain. Un court document d'information préparé par le personnel de la ville de Richmond est joint pour votre référence. Si vous regardez la carte préliminaire jointe au rapport, votre propriété se trouve à l'intérieur de la zone revendiquée, délimitée en vert. Pour les propriétaires situés dans la zone délimitée en noir, la Cour a reconnu un titre autochtone sur votre bien, ce qui pourrait affecter le statut et la validité de votre propriété. Donc, en gros, ils rendent la terre aux Amérindiens. Votre terrain, votre maison. Vous avez acheté et payé probablement encore un prêt immobilier. Maintenant, c'est à eux parce que c'est là qu'ils traînaient autrefois. Ouais. Même si l'armée canadienne a tout le pouvoir et toutes les ressources, ils laissent quand même passer certaines affaires devant les tribunaux. Et c'est ta maison. Voilà où mènent toutes les reconnaissances territoriales. Ouais. Elles concluent simplement « Je suis une femme policière et je vais mentionner les Ojibwés ». Et puis ça devient « Il s'avère que ton titre pourrait être affecté ». Tu nous as entendu mentionner les Ojibwés, ouais. Tu aurais dû t'y attendre. C'est leur terre. Nous l'avons reconnue. Et que fais-tu avec la terre de quelqu'un pour la lui rendre? C'est comme la première étape. Et ensuite, il y a un plan à plusieurs volets. Ouah. Donc tu sais, certains vieux boomers disent que tout ça c'est pour amener le communisme. De petites étapes sont mises en place pour atteindre ces objectifs. Je ne pense pas que cela s'améliore. Je doute que la gauche devienne plus raisonnable. Oui, absolument. Et j'ai trouvé ce post sur 4chan que j'ai trouvé très pertinent. Là, c'est un peu long à lire, mais Radboy peut gérer ça. Oui, à l'origine, c'est une capture d'écran de Reddit, et un gars de gauche dit « Amen ». Démocrate, je crains que nos villes ne deviennent des terrains vagues peuplés de sans-abri toxicomanes. Je suis enthousiaste à l'idée de déménager en banlieue car la vie y sera agréable, même si je dois vivre avec des républicains. Je veux me promener sans craindre une attaque. Les démocrates ne défendent-ils que les droits des marginaux toxicomanes antisociaux ? Je ne voterai jamais républicain, mais je déplore que les démocrates manquent d'un de courage pour laisser la fin justifier les moyens. Donc tu postes ça, tu es en train d'énumérer tous les problèmes de ton parti. Et ensuite tu dis « Je ne voterai jamais. Je ne voterai jamais républicain. » Tu peux lire la réponse? Oui, je reconnais que mon parti ne défend pas vraiment mes intérêts. Je constate que mon parti favorise les criminels au détriment des citoyens respectueux des lois. Je dois déménager car mon parti a ruiné mon foyer, mais je ne changerai jamais ma façon de voter. La démocratie était une erreur. Voilà à quoi l'on a affaire. On ne peut pas aider quelqu'un comme ça. Je n'ai même pas le schéma mental pour cette personne. Comme moi, entrée, sortie, et puis les entrées mènent à de mauvais résultats. C'est comme, on devrait changer. On devrait arrêter ça. Je ne sais pas ce que c'est, j'imagine qu'ils ont juste tellement peur des républicains en général ou de la stigmatisation sociale négative qui vient avec le fait d'être même vaguement de droite qu'ils ne peuvent tout simplement pas le justifier. Ils vivront dans les pires conditions possibles. Certains avancent que la moitié des gens n'ont pas de monologue intérieur et seraient comme des PNJ. Ce n'est pas une théorie, c'est vrai. Donc, si les démocrates ne représentent que les PNJ et les étrangers de couleur, il est possible de gagner des élections ainsi. Je pense que quelqu'un qui peut déménager en banlieue a un monologue intérieur, et l'un d'eux affirme simplement que c'est mal d'être de droite. Ils ont été tellement endoctrinés et conditionnés que cela prend le dessus sur le bon sens qu'ils constatent, non. Mais il y a quelque chose chez un PNJ où c'est comme « Ah, républicain, Hitler, nazi, fasciste, veulent t'enfermer, détestent les migrants. » Et c'est comme « Ouais. » Ça prend le dessus sur leur cerveau et ça aide à programmer leur esprit pour être contre les républicains à vie. Ouais. Il y a quelque chose ou peut-être que c'est un PNJ. Ils sont intelligents dans d'autres domaines, malins pour faire leurs impôts, tenir les comptes ou autres. Mais sur ce sujet, ils deviennent complètement idiots. Ils deviennent vraiment idiots. Passons à la prochaine course. Gouverneur de Virginie et procureur général. Ça semble assez serré. Pour le poste de gouverneur, c'est Spanberger contre Sears. Et la démocrate Spanberger est à 51%, tandis que Sears est à 41%. Pour le poste de procureur général, souvenez-vous que Jay Jones affronte le républicain. Veut tuer les enfants du Parti républicain. Oui, il n'a qu'un point de retard. Oui, il y a un écart.
Les démocrates mènent de 10 points pour le gouverneur, mais la course au procureur général est très serrée, 1 point seulement. C'est intéressant. Mais les sondages, c'est souvent n'importe quoi. Souviens-toi de Kamala contre Trump. Tout le monde croyait que Kamala gagnerait. Attendons de voir ce qui se passera. Évidemment, si tu regardes l'émission, tu voteras pour la républicaine avec quelques Sears. Je ne pensais pas qu'elle était une super candidate. Je ne suis pas motivé ni emballé. Pas emballé? Ce vieux parti républicain ne m'intéresse pas. Et elle est un peu trumpiste, je crois. Ouais. Je m'en fiche. Mais voici de quoi parle Spanberger, la candidate démocrate. La même chose que nous venons de mentionner, simplement en essayant de séduire des hordes de personnes de couleur. Je veux certainement protéger toute personne qui pourrait être intéressée à venir aux États-Unis, demander l'asile, travailler ici, venir en tant que réfugié, quels que soient les paramètres ou les besoins qui motivent leur désir de venir dans notre pays. Donc, vous savez, Toute personne qui pourrait être intéressée à venir aux États-Unis, Comme si vous postuliez au poste de gouverneur de Virginie. oui, L'un des premiers États aussi. je sais. Nous allons avoir un peu d'histoire. N'est-ce pas? Comment s'appelle le Commonwealth? Commonwealth? Oui. Nous allons avoir une petite leçon d'histoire sur les pères fondateurs et ce qu'ils pensaient des migrants dans notre section sur les migrants. D'accord. Et puis elle se présente contre Winsome Sears, cette femme noire. Et écoutez-la se faire chahuter lors d'un match de football récent. Oui, James Madison. Retourne en Haïti. Et il se rend compte qu'il est filmé. Il est en train de me filmer. Alors, Non, attends, regarde-le. Regarde son genou bouger, il stresse. il s'énerve, crie « traître » et repart en Haïti, alors qu'elle n'est même pas d'Haïti. Ouais. Ouais, c'est trop facile de transmettre le message. Par exemple, si c'était un démocrate qui se faisait crier dessus par un républicain, ce serait partout dans les gros titres, ce qui est vrai. Ouais. Mais ça te fait aussi dire « merde » qu'ils aillent se faire voir. Ils vont nous traiter de tous ces noms. Ils vont nous traiter de racistes quoi qu'il arrive. D'après leurs critères, ils font ce qu'ils considèrent comme du racisme. Et ils n'ont jamais de problème. Alors merde, faisons juste ce qu'on veut. Qu'ils nous traitent de tous les noms qu'ils veulent. Et on ne s'arrête même pas. oui, heureusement, je le fais. J'aimerais juste que plus de gens fassent de même. Ouais. Immunisés contre ces accusations de racisme. Beaucoup d'ex-membres du Parti républicain ou de l'ancienne école républicaine refusent d'OH toute insulte et ne la supportent pas. Je ne comprends pas. Mais c'est exactement ce qu'ils cherchent toujours. Un exemple de quelqu'un qui crie quelque chose de raciste, mais c'est un démon. C'est contre les républicains. OK. Ouais. Passons à l'histoire suivante. Une décision de la Cour suprême est imminente. Ouais, en quelque sorte. C'est en cours. Et ils ont entendu les plaidoiries de la semaine dernière. L'argumentation porte sur le redécoupage des circonscriptions du Congrès. Donc on en a déjà beaucoup parlé avec le charcutage électoral lors des anciennes batailles de charcutage entre le Texas et la Californie. C'est un autre charcutage électoral fondé sur la race. Et le cœur de l'argumentation, c'est un argument vraiment complexe, mais l'essentiel se situe entre le Voting Rights Act de 1965 et ensuite le 14e et le 15e amendement. L'affaire qui est portée devant la Cour suprême, c'est comme si l'État de Louisiane disait « Il nous faut essentiellement un siège de plus au Congrès pour les Noirs. Nous devons redécouper les circonscriptions pour que les Noirs puissent avoir du pouvoir. » Et ils l'ont fait. Et c'est de ça l'affaire. Et donc, en gros, si vous ne le saviez pas, dans le Sud, en vertu de la loi sur le droit de vote de 1965, il y a eu beaucoup de redécoupages électoraux afin que la communauté noire, dans son ensemble, puisse élire un dirigeant qu'elle apprécie. Cela revient à dire que les Noirs votent tous pareil. Oui, et c'est juste un peu étrange, c'est une ambiance bizarre. Et c'est, tu sais, en 1965, au sommet de la loi sur les droits civiques et tout ça, pourtant on découpe toujours l'Amérique pour que les Noirs votent ensemble, et on sait comment ils votent. Très étrange. Ils votent à 90% pour les démocrates, donc c'est intéressant. Ketanji Brown Jackson a avancé un argument absurde comparant les électeurs noirs à des personnes handicapées. Nous n'en avons pas parlé la semaine dernière, mais c'était tout. Elle n'a pas encore peur. Oui, c'est de ça. Si j'étais elle, je me dirais « Oh, je suis la plus stupide ici ». Je resterais un peu silencieuse, j'accepterais et je ferais simplement ce que tout le monde fait. Non. C'est elle qui parle le plus, et parfois, c'est la seule à s'opposer à la décision. Donc, c'est comme 8 contre 1. Elle dit juste non, je ne veux pas que Trump fasse ça. Les gens la critiquent interne avec un langage juridique, affirmant qu'elle est totalement à côté de la plaque.
Mais donc on voulait juste rester à jour là-dessus, je suppose, en tant qu'émission pour en parler. Et Newswire a tweeté que les démocrates du Sud pourraient être anéantis si la Cour suprême supprime la loi sur le droit de vote. Cela concerne la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, la Géorgie, l'Alabama, le Mississippi et la Louisiane. En gros, le scénario plausible, c'est que beaucoup de ces États pourraient en être anéantis parce qu'ils ont été redécoupés sur la base de la race, littéralement pour donner plus de pouvoir électoral aux Noirs. Stéphane Miller a dit « Combien découvre que les démocrates ont obtenu jusqu'à 20 sièges de plus via des années de découpage électoral inconstitutionnel basé sur la race. » C'est tout à fait vrai. C'est une affaire majeure devant la Cour suprême. À suivre. Je ne m'attends pas aux résultats avant peut-être début 2026. Je crois que cela prend du temps à décider, mais cela pourrait influencer les élections de mi-mandat de 2026. 20 sièges à la Chambre, c'est un grand changement. C'est un très grand changement. Et ensuite, ces personnes, juste quelque chose à propos du charcutage électoral en général, comme un gros débat, ce que je comprends, c'est que les Noirs représentent environ 33%, ou à peu près 30%, de la Louisiane. Et je comprends qu'ils veulent une certaine représentation. Il s'agit seulement de savoir si c'est légal ou anticonstitutionnel, car cela dure depuis un moment. Mais par exemple, le Maine compte 35% de républicains, mais aucun siège républicain au Congrès. La race tombe souvent substitut de la droite ou de la gauche, démocrate ou républicain, c'est similaire dans d'autres États. En Nouvelle-Angleterre, la droite est mal représentée, alors que les républicains comptent parfois jusqu'à 45% des électeurs. Nous avons en fait quelques statistiques provenant des États les plus touchés par le charcutage électoral. Peux-tu lire ce dernier élément? Massachusetts, 36% républicains, aucun siège. Connecticut, 42% républicains, aucun siège. Maine, 46%, aucun siège. Nouveau-Mexique, 46%, aucun siège. New Hampshire, 48%, aucun siège. Nous en avons déjà parlé. Ce qui est insensé. C'est comme si tu ratais la moitié pour seulement 2% et tu n'obtiens aucun siège. Puis ils accusent les républicains de charcutage électoral. Tu te rappelles qui a commencé? Ouais, c'est ça. Et puis, c'est ça aussi, on a un système du Congrès tellement complexe et un peu foireux en Amérique que je me fiche du bien ou du mal de nos jours. Je veux juste gagner. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que ce soit bien ou mal, le mal est déjà fait. C'est fini pour le bien ou le mal. On a différents groupes dans différents États qui ont des niveaux de contrôle différents. Je veux juste rendre 20 sièges ainsi. Si c'est inconstitutionnel, ça l'est. Et je pense qu'il a aussi fait une bonne remarque à ce sujet. Il parlait du fait que le vote noir est un vote monolithique. Voter quand même. Ouais. Donc ça n'a même pas d'importance où ils sont. Ils vont tous voter démocrate. Alors, à quoi ça sert? Ouais, le bloc de vote noir. Eh bien, il répondait à quelqu'un qui disait, ce gars disait, le problème central pour les électeurs noirs dans le Sud, c'est que même si la population noire de nombreux États du Sud est importante, les blancs du Sud votent presque comme un bloc monolithique, ce qui signifie que les candidats du Parti républicain n'ont pratiquement pas besoin de vote noir pour gagner. Donc c'est comme s'il accusait les blancs de voter comme un bloc monolithique, alors que, selon toutes les statistiques nationales sur les électeurs noirs, c'est genre 86% pour Kamala. Ouais. C'est du 90, 10 en gros. Il affirme que les Blancs votent en bloc, mais consulte les statistiques. Ce n'est même pas du 50-50, ça varie complètement. Ouais. Donc ce n'est pas vrai. Tu regardes les Blancs en pensant « Vous êtes tous pareils, vous votez tous pareil ». C'est sans doute le seul groupe où ce n'est pas vrai. Oui, donc c'est très étrange. Nous attendons la décision de la Cour suprême. Je pense qu'en quelque sorte, beaucoup de ces États sont allés trop loin en pensant qu'ils faisaient la bonne chose avec la loi sur les droits de vote, et ils ne se rendaient pas compte que c'était en quelque sorte inconstitutionnel et qu'ils jouaient selon des règles. Ils ignoraient qu'au sein qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. Ainsi, en 2024, la Louisiane a perdu un siège après avoir redécoupé les circonscriptions selon la race. Très intéressant. Passons à la section sur les migrants. Voici la première statistique évoquée en introduction. 3% de la population du Venezuela a migré ici rien que ces dernières années. Oui. Près de 3% de la population vénézuélienne a été amenée en Amérique par l'administration Biden. Et voici d'autres pays d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale qui montrent à quel point une grande partie de leur population a eu une rencontre à la frontière. Nicaragua, c'est 6,5%. C'est quasiment tout le monde. Cuba, 6%. Honduras, presque 6%. Et ça continue.
Le Venezuela a été mentionné car c'est le plus grand pays de la liste. C'est fou. Je suis sûr qu'ils veulent tous voter pour les démocrates. Ouais. Et devons-nous revoir nos chiffres à la hausse? On évoque maintenant 100 millions, alors qu'avant on parlait de 50 millions, ce qui était déjà exagéré. Oui, exagéré. Très, tu sais, un peu exagéré, mais c'était peut-être vrai. Et si tu comptais vraiment tout le monde, ce serait probablement 48 millions et on aurait finalement raison. Le nombre est-il maintenant entre 50 et 100? Je crois bien. Une personne sur 3 est un rat. Oui, je crois. C'est fou. Nous avons une autre histoire. Nous en avions déjà discuté, mais nous avons maintenant plus de détails sur le sujet provenant de Charleroi, en Pennsylvanie. Qui est l'une des villes clés pendant l'administration Trump où, selon certains rapports, des Haïtiens mangeaient des chats et des chiens. Ouais. Nous avons montré une vidéo d'eux en classe, où tous avaient besoin d'un traducteur, ce qui a fortement ralenti le cours. Exact. Tu peux lire le titre? Près de 800 familles de migrants pourraient être abandonnées dans une ville de Pennsylvanie après la fermeture d'une usine, menaçant une catastrophe humanitaire. Donc, en gros, 2000 Haïtiens ont été envoyés dans une ville de 4000 habitants pour travailler dans une usine, mais l'usine a fermé. C'était une usine de conditionnement de viande. C'était une usine de viande. Maintenant, 2000 Haïtiens sont au chômage dans une ville de 4000 habitants. C'est un creuset, donc bientôt vous ne les remarquerez plus. Ouais, bientôt ils se fondront dans la masse et ils respireront bruyamment dans la rue et vous vous demanderez, c'est qui? C'est un natif? C'est un gars de Pennsylvanie d'origine hollandaise? Ou c'est un putain d'Haïtien? On dirait un gars amish. Ouais, ça pourrait être n'importe quoi. Il a volé un cheval. Celui-là a volé un cheval. Et donc c'était juste une mise à jour sur la ville. Et je ne vais pas lire grand-chose de l'article lui-même, mais c'est un pancita, mais en gros, cette entreprise, l'usine de conditionnement de viande, avait environ 80 millions de dollars de prêts, et ils ont fait défaut. Ça s'appelait 4th Street Barbecue. On peut supposer qu'importer de la main-d'œuvre haïtienne bon marché et exploitable faisait partie de leur plan pour rembourser la dette. C'était juste une entreprise minable, cherchant à survivre en important maladroitement de la main-d'œuvre étrangère. Et maintenant, qui est-ce? Sur qui ça retombera? Les associations, les églises et le contribuable recevront une aide. C'est certain. Et comme nous l'avons mentionné, cela va aussi affecter le système scolaire. Il y a un an, nous avions montré les vidéos des enfants nécessitant des traducteurs, mais rien n'a été fait. Les autres enfants n'apprennent pas, car la moitié des élèves ne parlent pas anglais. Tu ne peux pas vérifier leur âge. Il y a sûrement un Haïtien de 19 ans en seconde au lycée. Oui. Et on a en fait trouvé quelques statistiques sur ces élèves migrants et sur ce que c'est dans l'école. Oui, c'était une étude qui disait « Pourquoi les résultats des élèves immigrés dépendent-ils autant de leur pays d'origine et si peu de leur pays de destination ?» En somme, l'étude montrait que la qualité de l'école n'influence pas l'intelligence des enfants issus de l'immigration. Leur capacité cognitive, entre guillemets, reste celle de leur pays d'origine, non seulement pour la première génération, mais aussi pour la suivante et après. Et que se passe-t-il quand on nous surcharge de personnes venant du tiers-monde? Alors, le QI de tout le monde baisse. Et nous allons faire un petit cours d'histoire ici. Nous n'étions jamais censés faire venir ces personnes du tiers-monde. Les pères fondateurs ne l'avaient pas envisagé ainsi. La loi sur la naturalisation de 1790 est très claire sur qui devait venir ici. Peux-tu lire cela, s'il te plaît? La loi sur la naturalisation de 1790 fut la première à fixer les règles d'attribution de la citoyenneté aux immigrés aux États-Unis. Elle permettait aux personnes blanches libres, de bonne moralité, qui avaient résidé aux États-Unis pendant au moins 2 ans, de demander la citoyenneté. La loi exigeait que les demandeurs jurent fidélité à la Constitution des États-Unis. Elle excluait les personnes non blanches, y compris les personnes réduites en esclavage, les serviteurs sous contrat et la plupart des Amérindiens, de l'accès à la citoyenneté. Cette loi a créé un précédent pour la citoyenneté américaine, puis a élargi les critères d'éligibilité. Évidemment. Personnes blanches, de bonne moralité. N'est-ce pas? Oui. Et ensuite, nous avons quelques citations. Nous n'en lirons pas toutes, mais peut-être quelques-unes sur ce que pensaient les pères fondateurs des étrangers. Hamilton a dit que l'afflux d'étrangers devait donc tendre à produire un mélange hétérogène, à changer et corrompre l'esprit national, à compliquer et troubler l'opinion publique, à introduire des penchants étrangers. La nature, selon Jefferson, ainsi que l'habitude et l'opinion, ont marqué des distinctions indélébiles entre les races. Donc il faisait simplement remarquer que nous sommes différents. As-tu déjà vu un Somalien? Jefferson, il se peut qu'il n'ait jamais vu de Somalien. Oui.
Il aurait peut-être été plus sévère avec cette citation. Ils ne savaient même pas ce à quoi nous allions être confrontés. Benjamin Franklin affirme que très peu de personnes sont purement blanches dans le monde. Je pourrais souhaiter que leur nombre augmente, mais peut-être que je suis partial envers l'achèvement de mon pays, car une telle forme de partialité est naturelle chez l'homme. Ben Franklin était célèbre pour qualifier les gens de basanés. Il ne voyait pas tous les blancs comme tels. Je ne serai probablement pas blanc à ses yeux. Pour Ben Franklin, absolument pas, oui, basané. Je ne pense pas l'être, à peine. Oui. Il viendrait, il me regarderait longuement et sérieusement. Il me regarderait et dirait basané, et je répondrais désolé. Désolé, monsieur. Désolé, monsieur. J'aime beaucoup votre travail sur l'ampoule. Vous voulez que je nettoie? C'est en gros ce que les pères fondateurs voulaient. Ouais, Et tout le monde essaie juste de jouer à ces jeux et de faire semblant « Oh, nous sommes un creuset pour tout le monde. C'est pour ça qu'on doit nous remplir de personnes du tiers-monde et en quelque sorte tout gâcher. » Et j'ai trouvé des statistiques sur les Somaliens, et je ne dis pas qu'ils sont inutiles, mais ils ne travaillent pas vraiment et ils reçoivent beaucoup de choses gratuitement. eh bien, je pense qu'il est juste de dire qu'ils sont inutiles parce que c'est une étude sur eux en tant que groupe. Vous savez, je ne serai jamais impoli ou méchant envers un Somalien que je viens de rencontrer. C'est un principe fondamental de la vie et de l'existence. Mais quand on étudie de grands groupes de personnes, on peut faire une supposition sur de vastes groupes de personnes qui entrent dans votre pays. C'est vrai? Au Royaume-Uni, la communauté somalienne affiche l'un des taux d'emploi les plus bas, avec seulement 1 sur 10 en emploi à temps plein. Une étude a révélé que le chômage, y compris le travail à temps partiel parmi les Somaliens, est resté élevé, dépassant 70%. Donc, une personne sur 10 parmi les Somaliens au Royaume-Uni a un emploi à temps plein. Les données de l'Office national des statistiques montrent des taux élevés d'inactivité économique et de chômage au sein de la communauté somalienne, en particulier chez les femmes somaliennes, soit 84%. Donc ce n'est pas bon. Oui, Ce ne sont pas des personnes à inviter, elles n'apporteraient rien. Et ce n'était pas vraiment à ce genre de personnes qu'on pensait quand on faisait venir des gens au moment de la création du pays. c'est sûr. Et c'est aussi le cas en ce moment. Je ne sais pas quand nous sommes devenus une nation de charité plutôt qu'un pays qui fait la charité. Je pense que c'était ce vendeur. Vendeur insistant. Ça faisait sûrement partie du problème. Mais mec, il est vraiment temps de regarder sérieusement l'impact économique net, comment ils s'en sortent à l'école et tout ça. C'est intergénérationnel. Comme quand tu laisses entrer quelque chose ou que tu changes quelque chose de façon radicale, ça va changer pour plus de gens quand ils se multiplient et ont des enfants et pour plus longtemps, comme pour tout le reste de l'histoire des États-Unis. Ça change tout. Ouais, Et maintenant, certaines personnes se voient refuser des visas parce qu'elles ont célébré la mort de Charlie Kirk. ouais. John Turley affirme que c'est une question de liberté d'expression, mais ce n'est pas vrai. Il a déclaré que si les refus de visa envers les critiques de Charlie Kirk sont avérés, cela nie froidement les valeurs de liberté d'expression. L'entrée dans notre pays ne doit pas dépendre de critères politiques ni être refusée pour des opinions différentes de celles de personnalités influentes. Nous avons eu de bonnes réponses, notamment celle de Jack Posobiec. Oui, il a affirmé qu'aucun étranger n'a le droit de voyager en Amérique, la Constitution étant très claire à ce sujet. La Déclaration des droits vise les citoyens américains. Jonathan, ce n'est pas un pacte mondial. La liberté d'expression en fait partie. Et cela ne s'applique pas à un type quelconque en Inde ou à un Somalien. Très vrai. Et peux-tu répéter ce qu'a dit Stephen Miller? Oui, il a dit « Imaginez prétendre que les pères fondateurs voulaient que nous importions en masse des étrangers qui nous détestent et célèbrent le meurtre de nos héros. Imaginez prétendre que la Constitution impose d'accepter sans limite ceux voulant détruire notre système. Imaginez soutenir que les générations précédentes, qui ont versé leur sang pour assurer l'Amérique à leur postérité, l'ont en réalité fait pour garantir aux ressortissants étrangers le droit de venir ici et de mépriser leurs propres descendants. Imaginez. J'aime ça, Stephen Miller, c'est vrai. Oui. Et en général aussi comme... Si tu n'aimes pas Charlie Kirk ou que tu ne le soutiens pas et que tu es un étranger, peu importe, tu as techniquement le droit d'avoir cette opinion. En aidant, on n'est pas obligé de te laisser entrer du tout, mais ça en dit long sur un autre test de QI. Si tu es un étranger qui cherche à obtenir la citoyenneté ou à entrer aux États-Unis et que tu ne sais pas quand il faut fermer ta putain de gueule sur un sujet sensible, eh bien c'est déjà un test en soi qui montre que tu es un idiot et que tu ne devrais pas être ici, non? Ouais. Genre, oh, tu sais quoi? Je supplie pour un visa pour un truc, mais merde, Charlie Kirk, c'est la chose la plus clivante que tu aies vue. C'est pas si mal que ça. Ouais, c'est ce que je dis. Dire ça, c'est tellement stupide, comme si tu postulais pour le poste de PDG de Starbucks et que tu disais « Vous savez quoi? Je pense à du thé, les gars. » Ils ne vont sûrement pas t'embaucher, non? Tu assumes clairement cette pensée subversive.
Ne sois pas surpris si quelqu'un dit « va te faire voir ». Tu n'es pas assez malin pour cacher cette pensée subversive. Exactement. Très vrai. Ce qui est comme un autre obstacle. Je suis content, mais si tu disais un truc plus à droite en étant arrogant ou connard, je penserais « merde, ce type ». Ouais, c'est très vrai. D'accord. Nous avons une photo d'il y a quelques jours, ici, Chicago. Chicago, ici. Le gars pointe une arme sur cet homme. Et puis Scott Weiner, ce prétendu pervers de Californie. Est-ce que c'est prétendu? Ce type-là, il porte des fringues en cuir. Il porte les fringues de cuir de Leather Daddy. Voici ce qu'il a dit. Il a dit que, dans le futur, les gens vont regarder cette photo d'un citoyen américain et se demander ce qui s'est vraiment passé dans ce pays. Et cela pourrait être vrai si les démocrates reprennent le pouvoir et réécrivent l'histoire. Ouais. Donc, en fait, ce n'est pas si fou que ça. En réalité, ce type a été arrêté lors d'un contrôle routier après avoir percuté sa voiture contre celle de police. Ils ont ensuite entamé une course-poursuite rapide. Les policiers ont immobilisé son véhicule, l'ont sorti de la voiture, puis les policiers ont été attaqués par tous ces spectateurs. Oui. C'est fou. Que devient notre pays? Que s'est-il vraiment passé? Comme si on allait te le dire, Scott Weiner. Tu dois demander, mais ils aiment une photo. Ils apprécient une photo, un peu de propagande, pas une longue histoire. Ils aiment une photo. Ils aiment une photo, et ça leur suffit. Et je l'ai déjà dit, et je le répète, ils cherchent leur migrant, George Floyd. Ouais. Ils vont tenter de l'obtenir. Passons à la rubrique sur les migrants à l'étranger. C'est bref, mais une histoire grave nous vient du Royaume-Uni. Et un migrant éthiopien en situation irrégulière, un pédophile, a reçu une peine de prison moins longue que 3 hommes qui ont été arrêtés pour avoir protesté violemment à cause des actions de ce même migrant en situation irrégulière. Ces 3 hommes locaux de la région d'Epping ont été arrêtés et viennent d'être condamnés pour troubles violents lors d'une manifestation à l'hôtel d'Epping en réaction aux actes malades et ignobles du migrant éthiopien en situation irrégulière Hadush Kebatu qui, bien sûr, a été reconnu coupable d'avoir touché et tenté d'embrasser une écolière à Epping, ainsi que d'une tentative d'agression sexuelle sur une femme plus âgée. Donc les manifestants reçoivent une peine plus lourde que le véritable pédophile. Oui. Et regarde les photos. Regarde ces manifestants. Ce sont des braves types. Et l'autre, l'Éthiopien, ils l'ont laissé partir. Il ne regarde même pas la caméra. Il a un QI limite attardé. Et ces gars-là essaient de sauver leur pays. Triste. Et ils vont en prison. Ouais. Le Royaume-Uni, mec. Tu dois supposer que ça va empirer. J'ai aussi trouvé une photo du Royaume-Uni. Et quelqu'un dit que ça ressemble à l'Allemagne nazie gay avec tous les drapeaux de la fierté et tous les drapeaux trans. Mais c'est évidemment ironique parce que les nazis auraient fait exactement le contraire de ça. Mais les gays surpassent vraiment les autres, ce qui veut dire quelque chose. Comme quoi, les personnes gays représentent 5% de la population et elles sont représentées comme ça. Ouais. C'est comme s'ils préparaient quelque chose. Les méchants s'approprient de la cause pour l'utiliser, tu sais, marginaliser contre oppresseurs. Et ils les utilisent comme boucliers en se faisant passer pour les opprimés. Ouais. C'est assez intéressant. Je comprends. Très bien. Eh bien, c'est la fin de notre section sur les migrants. Passons maintenant à la dernière page des annonces. Profitez-en pour aller poster avec Jussiago, laisser un like, laisser un commentaire, commenter encore. Désolé, je bavarde. Boîte postale, notification, chat de groupe. Vous savez quoi faire? J'ai aussi un appel à l'action spéciale aujourd'hui qui ne plaira pas à tous. C'est le 300e épisode. Beaucoup disent « Wow, 300 épisodes, comment dire merci ?» Eh bien, il y a un moyen. Il y a un bouton de commentaire de remerciement qui vous permet d'envoyer de l'argent. Si vous souhaitez vraiment nous remercier pour 300 épisodes, des années d'analyse juste et 2 épisodes hebdomadaires sans jamais vous décevoir depuis aussi longtemps que l'on s'en souvienne. Laissez un petit pourboire, un merci, quelques euros, ce n'est pas grand-chose et RRB n'aime pas demander. Tournes-tu ou retournes-tu l'iPad? Je retourne. Et 300 épisodes. Et on retourne l'iPad et on demande un pourboire et on le partagera moitié-moitié. Je n'aime pas ça. Il n'aime pas le faire, alors donnez peut-être un pourboire juste pour l'énerver, juste pour contrarier Richard Radboy. Ne le faites pas. Et si vous êtes 100 000 à donner 10 $ chacun, ça fait 1 million de dollars. Waouh. Ce serait génial. Ça n'arrivera pas. Il pense que ça peut arriver, il dit une chance sur 100. Je vérifierai chaque jour. Combien devons-nous en prendre? Mais si vous voulez nous donner quelque chose, on retourne l'iPad. Si vous voulez nous laisser un petit pourboire, le bouton « Merci » est là. On apprécierait vraiment. On est là, tu sais, depuis 300 épisodes. On ne demande pas grand-chose. Et on partagera moitié-moitié. On restera honnête. D'accord. Passons à notre dernière page. Première chose, les écureuils de Californie mangent des lézards.
Tu es au courant de ça? Je l'ai vu. Évidemment, les écureuils mangent principalement des noix. Mais ils mangent aussi la tête. Ils sont malades. Les animaux mangent les têtes, les yeux, le cerveau, etc. Et ça te fait te demander si un écureuil était de la taille d'un chien ou d'un lion. Est-ce qu'il essaierait de manger des gens? Je ne sais pas. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir, ça fait penser. Et ça me rappelle aussi un peu la fois où j'ai vu un cerf manger un serpent. Toi en train de manger un serpent? C'est dingue. Les animaux oublient parfois leur rôle. Ouais. C'est bizarre. Voici notre prochaine histoire. Je ne sais pas quel est le but, quel est le point plus large. Peut-être que les animaux évoluent un peu dans ce monde impitoyable. Je pense que les écureuils ont toujours fait ça, mais on les surprend rarement à la caméra parce qu'il n'y a des caméras que depuis, les 50 dernières années. Ouais. Donc il y a quelque chose là, ils font ça depuis toujours. Et apparemment, les écureuils ont vraiment bon goût. C'est ce que j'ai entendu. Et ils mangent toutes sortes de choses. Ils ont un régime alimentaire varié. Ouais. Ils mangent des baies, ils mangent des noix, ils mangent un lézard. C'est quelque chose à réfléchir. Les gens mangent du porc, mais les cochons mangent des choses sales. Que sont les écureuils? Ils mangent des glands toute la journée. Miam. Une bonne merde délicieuse. Miam. Tu fais un ragoût? D'accord, prépare-le et ajoute un peu de sauce. Passons à la prochaine histoire. Ils échangent le corps de Brad Cooper. Ouais, je ne sais pas. Ou bien Bradley Cooper s'est fait refaire le visage d'une manière ou d'une autre. Voilà le truc. Vous pourriez dire « Oh, il vieillit simplement ». Oui, c'est vrai. Les photos où il a l'air bizarre datent d'il y a 1 an. Vraiment? Hélas, ils ont échangé son corps et Brad Cooper a sans doute été exécuté à Guantanamo. D'accord, ça a du sens bien, soi-disant. Voilà Brad Cooper. Voilà Bradley Cooper, ouais. Et puis, c'est qui cet autre gars avec le fond de verre? C'est qui ce gars? Je ne sais pas. C'est son frère? C'est son frère Scott? Cooper. Scott Cooper? Je ne sais pas. Je me sens mal, mec, pour ceux sous les projecteurs comme ça, surtout dans un film. Tu es une star de cinéma. Puis tu te dis, peut-être que je fais juste un peu. Je vieillis. Tu regardes. Un peu de toxine. Peut-être que j'en fais un peu. Et puis, ça tourne mal. Et tout le monde se moque de toi, quoi qu'il arrive. Si tu vieillis normalement, ils diront « merde ce type ». Si tu fais de la chirurgie, ils critiquent. Donc il vaut mieux vieillir naturellement, je pense. Je vieillis naturellement, ça pourrait nous arriver à tous, en étant 4K? Ouais, ça pourrait nous arriver. Quoi qu'il arrive, ça arrivera, je vais juste le faire. Gros bouton, dégoûtant. Tu ne peux pas échanger mon corps avec un autre. Quelqu'un pesait environ 290 kilos. Et c'est pour ça qu'on faisait autant de doppels avant. Comme ça, si un échange de corps arrivait, tu dirais « c'est un doppel ». D'accord? Tu te souviens? C'est pour ça. C'est pour ça qu'on a fait... Je pense que tu trouves des raisons après coup. Ouais. Ce n'est pas grave. Mais ça reste solide. D'accord. Très bien. Ensuite, une annonce sur l'intelligence artificielle a été faite. Des vidéos inappropriées de Martin Luther King ont conduit à de nouvelles règles sur l'intelligence artificielle. Oui, OpenAI et King Estate Inc., représentant la succession de Martin Luther King Jr., ont collaboré pour gérer la représentation de Martin Luther King Jr. dans les générations Sora. Certains utilisateurs ont généré des représentations irrespectueuses de l'image du Dr King. À leur demande, OpenAI a suspendu les générations du Dr King le temps de renforcer les garde-fous pour les personnages historiques. Et nous avons quelques exemples des vidéos de mauvais goût qui ont été faites du Dr Martin Luther King. En voici une où il vole des courses. Monsieur, il reste à payer ses articles. J'ai un rêve qu'un jour tout cela sera gratuit. Aujourd'hui est ce jour-là. Attends! D'accord? Génial. Même pas si bon que ça. Il n'est même pas si bon que ça. C'est n'importe quoi. D'accord. C'est une figure historique. Ouais. Et il y en a une autre ici où ils l'ont mis à côté d'une personne atteinte de trisomie 21. Je pense que c'est de l'intelligence artificielle. Nous sommes réunis ici aujourd'hui car la liberté ne peut être enchaînée par le temps. Beurre de cacahuète. Compris. Merci, mon fils. Applaudissons-le. Qu'est-ce que ça te fera pas avec ces gens? Ils ont dû l'arrêter. Qui ferait jamais quelque chose comme ça? Je sais. En parlant d'intelligence artificielle, Trump a publié ce week-end, pendant la manifestation No Kings, cette vidéo générée par intelligence artificielle. Un avion de chasse marqué Roi Trump largue des objets sur Harry Sisson. Voilà l'avion qui décolle. Trump porte la couronne de roi. Imagine-le. Imagine Highway to the Danger Zone qui joue. Highway to the Danger Zone passe et il lâche des crottes sur tous les manifestants et ça atterrit sur Harry Sisson. Il y en a un peu qui est entré dans sa bouche. Un peu est entré dans sa bouche, c'est dégoûtant, ça tombe partout. Il aime l'intelligence artificielle. Ouais. Il aime voir des conneries.
Ouais. Trump aime les mèmes de boomers. Et c'est amusant. Tu sais, il y a beaucoup de migrants ici. Ils sont à vélo, ils ont des sacs à dos et ils portent des pantalons et des vestes en été. Mais on s'amuse quand même un peu. Ouais, c'est vrai. Harry Sisson a demandé si un journaliste pouvait interroger Trump sur la diffusion d'une vidéo intelligence artificielle où il lui largue des excréments depuis un avion de chasse. Ce serait super, merci. J.D. Vance a dit, je lui demanderai pour toi, Harry. C'est amusant. Je suppose. C'est amusant. C'est vulgaire. Ouais. C'est de la merde vulgaire. Ouais, si j'étais Harry Sisson, je dirais « je suis honoré ». Ouais, c'est marrant. C'est hilarant. Trump pense que tu es son adversaire politique. Ouais. Trump t'a reconnu. Voilà, c'est la dernière page. J'ai parlé au dernier épisode du football au lycée, de l'Americana, etc. Un contact m'a écrit sur Twitter, viens voir Saint-Pete catholique. Ils ont 7 victoires sans défaite. J'ai assisté au match. Ils ont bien joué et battu l'autre équipe. Je suis resté pour la première mi-temps et un peu plus. C'était sympa de voir l'ambiance. Friday Night Lights à l'américaine. America Still America, c'était un groupe de gens sympas, un lycée catholique. Et les lycéens s'amusent. Ouais, qu'est-ce qu'ils font? Il vapote. Oh, Il vapote là-bas. Il vapote. Les lycéens vapotent et ils s'amusent. D'accord, bon à savoir. C'est bien de voir ça. Ouais, et puis, avant de passer à la gêne. Tu vois qu'ils vapotent. C'est mauvais, mais c'est bien de le voir. Des Américains pur sang. Ouais, ils vapotent. Ils ont envie de quelque chose et achètent peut-être des cigarettes électroniques chinoises. Chinoises vendent bon marché, ce qui n'est pas bien. Ah bon? Mais ils aiment ça. Et ils ne devraient pas vapoter. D'accord. Mais ils le font. Ils vont aux toilettes. Et ça en arrive au point où ils doivent enlever les portes des toilettes parce que les enfants vont aux toilettes pour vapoter. Vraiment? Oui. Tu as vu ça? Quelqu'un a dit ça. D'accord. C'est pas un peu cool, ça? Ouais, c'est plutôt cool. Ils sont en train d'avoir des ennuis. C'est drôle. On en a parlé dans l'épisode principal ou Bonusland. J'ai dit Saint-Pete catholique, ils étaient à 7 victoires et 0. 7 victoires, 0 défaites, 50 points par match. C'est intéressant. Il y a quelques bons joueurs. Tant mieux pour eux. 52 et je l'aimais bien. Joueur de ligne très énergique, un peu petit pour le poste. Je ne connais pas son année. Donc tu peux comprendre. Eh bien, il était mince, pas très grand ni costaud. Donc tu ne peux plus comprendre. Je ne comprends pas. Je pèse plus de 113 kilos depuis la 4e. Mais c'est pas bien. D'accord. Bonusland, un super Bonusland sort demain. Nous allons discuter de la vie de Rosa Parks. Ce n'est pas ce que vous pensez. C'était une mise en scène, un truc marxiste. Rosa Parks était vivante. Plus d'infos dans Bonusland demain à 11h. C'est l'heure du moment gênant de la semaine. Très bien. Premier moment gênant de la semaine. La variole du singe revient. Oui, Los Angeles, Californie, les autorités sanitaires ont confirmé un deuxième cas local de Clade 1 Mpox. C'est la variole du singe. Une souche sévère du virus a été trouvée chez un habitant de Los Angeles sans antécédent récent. D'après ABC7, il n'a pas voyagé récemment dans des régions où la variole du singe est courante. Et on peut dire qu'il est homosexuel parce qu'il porte une boucle d'oreille à l'oreille droite et qu'il a la variole du singe. Ça est la variole du singe. Ça est la variole du singe, oui. Lequel est le plus important? La variole du singe raconte vraiment une histoire, surtout à travers la photo. Vous savez, on peut je ne veux pas, la discrétion du spectateur est conseillée, mais on voit qu'il devenait vraiment fou, et il l'était, et Il léchait certains gars. vraiment des trucs dégoûtants, malheureusement. Il est devenu fou. Il est devenu fou sans même aller en Afrique, à ce point-là. C'est un peu le gros signal d'alarme. Et donc clé, la variole du singe est bien plus grave. C'est bien plus sévère, avec des épidémies par le plus graves, des lésions plus importantes, tout ça. Ces gaguets devront vraiment trouver une explication au travail. Qu'est-ce que tu peux bien dire au travail? J'ai besoin de 2 semaines de congé, patron, car mes 4 grands-parents sont tombés malades. Ma femme est morte dans un accident. Oui, ma femme. Le patron dira « ta femme ». Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, mon pote. On se voit demain. Il y a une vraie humiliation là-dedans quand ça arrive, donc ça montre que tu as vraiment eu des rapports homosexuels partout. Avec un gars qui a la variole du singe. Avec un gars atteint de la variole du singe et tu t'en fichais. Tu n'as même pas demandé. Tu crois que ce gars avait la variole du singe parce qu'il portait du maquillage, donc je ne pouvais pas voir. Non. Toi, vois à quoi ça ressemble. Voici un autre point intéressant. La variole du singe, d'abord considérée comme une épidémie, a finalement été perçue comme une maladie touchant surtout la communauté gay. Maladie d'Afrique subsaharienne ou liée à l'homosexualité.
Et ce gars gay à Los Angeles qui n'a pas voyagé, tu sais de quelle maladie il s'agissait. Mais cette partie de l'article disait, ou le communiqué de presse, disait que pour les personnes non assurées ou sous-assurées, Genios, un vaccin avec un acronyme, est un service couvert pour les personnes éligibles inscrites au programme d'assistance PrEP ou au programme d'assistance aux médicaments contre le syndrome d'immunodéficience acquise. Pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Si tu prends déjà des médicaments contre le syndrome d'immunodéficience acquise en tant qu'homme gay, tu es aussi éligible au deuxième vaccin contre la variole du singe. Tu reçois le vaccin gratuit. Donc voilà où on en est maintenant. On voulait juste en parler parce que ça rappelle le passé, mais c'est vraiment sombre. Très sombre. Prévenez vos amis gays à Los Angeles de rester vigilants, si vous en avez. Dites-leur de ralentir. Dites-leur, un gaz à la fois. Plus de ces fêtes. Finissez fête dans la pièce noire. Ouais. D'accord. C'est intéressant car la plupart des maladies sexuellement transmissibles brûlent en urinant. Je dois prendre des antibiotiques un moment. Heureusement, personne ne sait rien. Tes lésions au visage, cette maladie, c'est la nouvelle lettre écarlate. C'est grave. J'ai l'impression que Dieu essaie de te dire d'arrêter. Ouais, il est vraiment écrit très fort. Regarde. La pièce insonorisée, il ne peut pas t'atteindre car tu es gay. Je peux continuer à coucher avec des gens. Ouais, je peux continuer comme ça. Et il est là, genre non. D'accord. Ensuite, c'est un truc vraiment bizarre que j'ai vu sur Instagram. Ce gars vend des sweats usés pour beaucoup d'argent. La plupart jugeraient cela importable. Je l'ai mis à 2500. C'est un modèle sans capuche des années 40 après la capuche. Sweat à W avec poche basse, trouvé dans une maison présentant une usure exceptionnelle. Patine tachée de rouille. Il est en double épaisseur ou double face, ce qui signifie que toute cette belle usure révèle une toute autre couche de sweat en dessous, ce qui est vraiment génial. Et ça rend le vêtement vraiment portable, même s'il y a plein de trous. Je porte ce truc avant le salon parce que je l'aime vraiment. J'espère que personne ne va l'acheter pour que je puisse le garder. Si quelqu'un vient te voir et dit « Hey, je veux vraiment acheter ça, à quel prix tu serais prêt à t'en séparer? » Je l'ai mis à 2500, les prix sont tellement relatifs. Si tu regardes le marché grand public et ce que les gens pèsent pour les afterhoods au Japon, c'est un prix relativement bas. Oui, c'est pas cher. 2500 pour le hoodie pourri. 2500 pour le hoodie trouvé dans une maison et mis dans un mixeur. Bonne marge. Tu le trouves et le vends pour 2500. C'est un super business. Ouais. Et puis les gens qui y vont. Ça date de 1940 quand même. Et si un Japonais aime ce genre de truc, je ne critique pas. Mais tu ressembles littéralement à un sans-abri. Il faut porter ça avec un pantalon Balenciaga ou des bottes de créateur. Sinon, si tu mets tout ce qui est usé ensemble, on va mettre 5 $ dans ta tasse de café. C'est juste du blanchiment d'argent? Je ne pense pas. C'est une valeur hipster différente. C'est comme les cartes Pokémon, pareil. Un petit groupe d'humains sélectionnés. Mais c'est sale. Mais c'est rare. C'est sale. Mais ça ne vient pas de 1940. Combien de sweatshirts ont survécu depuis 1940? Aucun. Oui, c'est ce que je dis. 2500. Ça non plus n'a pas survécu. Je ne le défends pas, mais si le gars peut vraiment le vendre pour 2500, je le vendrai aussi pour 2500. Les gens s'endettent pour aller à l'université. Ouais. Ensuite, ce gars a un travail qui lui rapporte beaucoup d'argent. Rien. Et alors? En fait, je respecte ça. C'est ce que je dis. Je commence à comprendre, mais je le respecterais plus s'il disait « Ouais, les gens sont débiles ». Ils paieront 2500 pour ça. Au Japon, ces gars en raffolent. Je fabrique des sweats chers, puis je récupère des vieux vêtements dans une maison brûlée au coin de la rue. Les Japonais les achètent. D'accord, c'est juste. S'il était plus comme eux. Mais il le porte, il l'aime aussi. S'il disait « Je profite de ces gens, c'est débile. C'est de l'argent facile. Je ne comprends même pas. » Je suis sûr qu'il y a quelqu'un comme ça. Je respecterais plus. Très bien, on a un ensemble. C'est un vendeur, il doit faire semblant. Il fait semblant. Si tu l'interviews, c'est juste. Ouais, il est stressé. Ouais. Fais-moi juste un clin d'œil. T'es dans le coup, non? Anxieux. Ouais, t'es dans le coup, non? T'es dans le coup, non? Je pourrais te mettre en contact avec un acheteur. Tu fais ton numéro, c'est débile. Très bien, pas de section Kings. On doit voir beaucoup de choses sur nos Kings. Avant tout, nous avons les financiers. Ouais. Arabella, 79 millions. Warren Buffett, 16 millions. Ford, 51 millions. Rockefeller, 26 millions. Soros, 72 millions. Tids, 45 millions. Beaucoup de noms familiers là-dedans. Warren Buffett est concerné? Ford se retournerait dans sa tombe s'il savait qu'il faisait ça. Je sais. Ouais. C'est juste là avec Soros. Tu sais pourquoi il ne l'apprécie pas? Henry Ford, il ne l'aime pas. Il a écrit tout un livre sur les types comme Soros. Ouais.
Des gens portèrent le t-shirt d'assassin de Charlie Kirk, c'était très irrespectueux. Comme un homme de 80 ans, un vieux monsieur décide. Je vais porter la tenue d'assassin de Charlie Kirk au prototype No Kings. Quelles sont tes valeurs? Je pense qu'il suit le vent et ne vaut que par sa haine de Trump. J'adore Rachel Maddow et je déteste Trump. MSNBC m'a dit de venir. Faux. Et puis quelqu'un a dit quelque chose. Charlie Kirk l'a bien cherché, j'ai changé d'avis. Ouais, ça je ne sais pas si c'était lié à ça. C'était plutôt la table des communistes de Denver. Ouais. Regarde les gens. Ils achèteraient avec des sweats à capuche usés, des sweatshirts usés. Des personnes sans compétences, losers de toujours, voient enfin l'occasion de s'unir pour se venger des sportifs. Ouais, je pense aussi. Tu sais, ils ont vraiment adopté le jean patché. Ouais. Ils se sont appropriés ça. Maintenant, porter un jean à patch est vu comme gay à cause de ces gauchistes. Mais je pense qu'on peut, je ne sais même plus quoi. Bah, je pense que tu aimerais ça. Si ce n'était pas aussi gay et communiste, tu pourrais porter un jean à patch. Je ne sais même pas quel patch je mettrai, alors ne me catégorise pas. Je n'en ai aucune idée. Mais tu serais ouverte à ça. Ouais, je ne suis pas... C'est de l'americana, je crois, non? C'est aussi la culture biker. C'est comme un biker vétéran. Tu rentres du Vietnam, tu customises comme du denim, et ça devient une pièce de 25 ans à laquelle tu ajoutes des éléments avec le temps. Tu roules à moto, sans jamais parler de ce que tu as vu là-bas. Exactement. N'en parle jamais à ton fils. Ne lui dis pas ce que tu as fait à Ho Chi Minh-ville. Puis, bah, tu laisses pousser tes cheveux. Ouais. C'est tout. Non, ça c'est l'americana. Et je ne sais pas, on doit le reprendre, mais d'abord, c'est comme les Birkenstocks. C'est la même chose. Oui, bon point. Ensuite, nous avons quelques publications amusantes et des réponses à traiter. Ce gars a écrit « 1945, papa a vaincu le fascisme. 2025, moi, je le combats. » Tu portes une pancarte? Tu as une pancarte et quelqu'un a fait une excellente remarque. Ils ont dit « Imagine-toi debout sur le trottoir avec une pancarte autour du cou et prétendre que c'est l'équivalent d'être un soldat pendant la Seconde Guerre mondiale. » Délirant. Prendre d'assaut les plages de Normandie. Se faire faucher dans le bateau. Tenir la ligne à Bastogne, se faire pilonner sans relâche. Tu te promenais avec des femmes plus âgées en critiquant Trump. C'est vraiment pareil. Exactement comme mon père. Ouais. Et ensuite... Survivre au camp de prisonniers. Oui. Toute cette merde. Iwo Jima. C'est fou. On ne mentionne pas le front Pacifique. Oui, bon point. Ça empire. Des rois opposés depuis 1776. Ce gars-là? Cet homme visiblement juif. Visiblement juif. En costume de la guerre d'indépendance. Oui, beaucoup. Beaucoup de juifs dans l'armée continentale. Il aime se fondre dans la masse? Je suppose, je ne sais pas. Mais donc, et c'est un grand thème de ce projet No Kings, ils se reconnaissent dans ces personnages historiques, mais ils ne les prennent pas tous tels quels. Vous savez, par exemple, je crois qu'on a étudié une enquête sur les soldats de la Sankla de la Seconde Guerre mondiale et ce qu'ils pensaient d'en mec des juifs, de la droite, du communisme ou de choses comme ça. Ils retiennent ces facettes héroïques, mais n'accepteraient jamais la personne entière. Ils ne seraient jamais d'accord avec ce que pensaient les pères fondateurs à propos des personnes blanches libres de bonne moralité. Vous voyez ce que je veux dire? Ils adoptent par exemple le costume sans évoquer toutes leurs croyances. Oh, la Seconde Guerre mondiale, mais ce type est un nazi, tu vois? Ouais. Il aurait été un nazi aujourd'hui, c'est intéressant de voir leurs choix selon leurs préférences. Et puis, tu portes la tenue de la guerre d'indépendance. Vous n'étiez pas en train de brûler et de déboulonner des statues de gens ordinaires comme George Washington et tout ça? C'est très vrai. Thomas Jefferson, car il avait des esclaves. Donc c'était les pères fondateurs, n'est-ce pas? Oui, dans notre prochain extrait, cette femme se moque de la mort de Charlie Kirk. Regardez ce qu'elle fait. Hey! Tu n'en as jamais entendu parler? Alors elle fait un truc du genre tire dans le cou. Elle est complètement détraquée et c'est une folle. Wesh. On a découvert qu'elle enseigne dans une école primaire publique à Chicago, où elle forme de jeunes esprits. Ouais. Eh bien, ou alors elle dirige une classe dont le taux d'alphabétisation est d'environ 30%, ce qu'on a déjà vu. Ouais, tu penses qu'elle garde ses opinions politiques à part? Je ne pense pas. Je vais prendre un risque. Et c'est une tendance courante. Ce gars travaille au collège Wilbur Wright. Ouais. Et écoutez ce qu'il a dit à propos de l'ICE. Tu dois prendre une arme. Nous devons faire demi-tour avec les voitures de ce système fasciste. Ces agents asiatiques de l'ICE doivent être abattus et éliminés. C'est quoi ce bordel? Ça ne laisse vraiment pas beaucoup de place à l'imagination. Il faut montrer, pas raconter. Ouais. Tu n'utilises même pas de euphémisme. Tu exposes juste les choses, clairement. C'est une menace. Nous devons leur tirer dessus avec une arme à feu. Je menace des gens. C'est fou.
Ce type travaille dans une université. Et puis, ce prochain gars est le directeur de l'équité à University of California, Los Angeles, et il dit « Tuez vos maîtres ». Il a publié ça. Bien, waouh. Ces types ne savent même pas garder ça secret, ni être subversifs. C'est pareil pour les immigrés mentionnés plus tôt. Ouais. Tu dois tirer sur l'ICE. Tu te moques de moi, les fédéraux vont te voir direct. Tu vas finir menotté avec des colliers de serrage? Là, tout de suite, ouais. La menace commune de ces personnes au discours violent et déséquilibré, c'est qu'elles sont toutes éducatrices. Des enseignants en position de pouvoir. C'est étrange qu'ils gravitent vers ce secteur parce qu'ils veulent vraiment s'assurer que l'avenir soit éduqué correctement. Et j'ai trouvé cette statistique sur la parentalité par rapport à l'école à la maison. Peux-tu lire l'original puis la réponse d'Andrew Torba? Oui, ce graphique montre que plus de 40% du temps de parentalité est passé quand votre enfant entre à la maternelle. À leur arrivée au collège, 2/3 sont déjà passés car vos enfants sont souvent absents. Vous les voyez après, peut-être le matin? Andrew Torba a affirmé qu'en faisant l'école à la maison, vous gagnez environ 15 000 heures de plus avec vos enfants, au lieu de les confier à des femmes progressistes hostiles qui veulent imposer leur religion de la mort. N'est-ce pas logique? C'est un point intéressant. Tout le monde ne peut pas faire l'école à la maison ou n'a pas le temps, mais c'est une option à envisager si vous hésitez. Et si vous calculez, disons que vous... Ou si vous avez une coopérative avec une petite communauté. Il y a quelque chose là parce que si vous faites le calcul, et ce sont des chiffres approximatifs, mais disons que vous travaillez et que vous gagnez 50 000, puis vous envoyez votre enfant à la garderie. Et puis, à la fin de l'année, ça finit par coûter quoi? Genre 20 000? La garderie est aussi une grosse dépense. Donc, tu dépenses 20 000 puis tes 50 000 après impôt, ça fait plus que 30 000. Tu gagnes 3 $ de l'heure. Donc, pour 15 000 $, tu passes toute une année loin de ton enfant. Et ce n'est pas évident, non. Oui. C'est à considérer, oui. Et la prochaine histoire. Les gens prennent cette décision tout le temps. Oui. Je pense que l'avenir sera vraiment l'école à la maison, tous ces groupes coopératifs et les gens qui se rassemblent. Oui. Parce que tout est tellement foutu. Tout le monde est tellement débile et personne n'apprend rien à l'école de toute façon. Ce n'est pas comme si, oh oui, eh bien, tu es allé à Yale. On l'a déjà dit, l'école vise le plus petit dénominateur commun. Tu sais, les 10% du bas de la classe, ce sont ceux qui ralentissent à toi les choses, interrompent, frappent quelqu'un. Ils suppriment le programme d'honneur. Ouais. Tu sais, les migrants sont à vélo avec leurs enfants. Les migrants à vélo. Tu es vraiment obsédé par les migrants à vélo. Dans ma ville natale, mon père m'a dit qu'il y avait beaucoup de gars à vélo ces derniers temps. C'est comme autour de ce joli quartier près de la ferme où on a grandi, il y a des gens à vélo en jeans en juillet. Et c'est un certain type de vélo de montagne à 10 vitesses qui est vieux et un peu trop lourd. Ce n'est pas un beau vélo. Ouais. Il est bon marché. Et ils sont en route vers un boulot débile. Ouais. Et ils vivent au-dessus d'un endroit nul avec 10 autres personnes. Je te comprends. C'est mauvais, je ne veux pas m'énerver. Ensuite, cette histoire, tu ne l'as pas vraiment vue. Je l'ai vue. Tu l'as vu. Ce gars-là, c'était pendant le week-end No Kings. Il a vu qu'un de ses voisins avait une pancarte Trump. L'homme mesure 1,68 m. Et le voici à côté d'une femme. Il est à côté d'une femme critiquée, mais il tire sur la maison du gars. Alors il voit une pancarte de Trump et il se met sur la pointe des pieds. Et il retire la pancarte de Trump. C'était en Caroline du Nord. La Caroline du Nord a beaucoup de problèmes. Il le jette au sol et commence à tirer. Je crois que le propriétaire a aussi tiré sur lui, puis ce type a riposté. Regarde. Tiré par le toit ouvrant parce que tu as vu une pancarte qui ne t'a pas plu. Tu as vu une pancarte du gars qui c'est le président. Tu vois ? Ce n'est pas comme si c'était la saison des élections. Il est le président. C'est fou, ouais. Donc pour ces gens-là, les violences ce n'est pas juste de la rhétorique. Vous savez, il y a encore des gens qui installent prendre des miradors de chasse à West Palm Beach et qui tirent tant sur des personnes au hasard qui ont une pancarte sur leur propriété. La rhétorique et les enseignants, d'accord, mais cela conduit à l'action, non. Voilà le problème. Il ne s'agit pas seulement de propos et de limites. Oui. Nous ne franchirons pas, mais eux le font sans cesse. Certains tiennent ces propos. D'autres attaquent ou tirent sur des agents de l'ICE et parfois sur des civils en Caroline du Nord. Ce n'est pas comme si c'était à Los Angeles ou à New York. Trump a gagné la Caroline du Nord. C'est la Caroline du Nord. Enfin, dans notre section No Kings, le Canada a connu de nombreuses manifestations No Kings, ce qui est ironique car Carney et tous les premiers ministres prêtent allégeance au roi d'Angleterre à chaque mandat. Voici un extrait.
Moi, Marc Carnet, je jure d'être fidèle et de porter une véritable allégeance à Sa Majesté le roi Charles III, roi du Canada, à ses héritiers et successeurs. J'ai pensé des rois pour vous. Vous avez des rois. De quoi parlez-vous? Ouais. D'accord. Ne soyez pas trop déprimés, ça va empirer. Nous entrons dans la rubrique Ubrandike. Première histoire sur la rubrique. Encore beaucoup de récidivistes. C'est comme une rubrique hebdomadaire de récidivistes qui devient de plus en plus folle. Et ça ne me plaît pas. J'ai pas envie de continuer à lire ça. Mais on en est un peu au point des récidivistes où, tu sais, on tient pour acquis le fait que « Oh, Trump est au pouvoir ». Les choses vont s'améliorer. Ce n'est pas le cas. Les juges voyous, les procureurs voyous sont toujours aussi puissants qu'avant. C'est pourquoi ces combats locaux sont plus importants. Non. C'est très vrai. Notre première histoire, un homme de New York armé d'un tuyau accusé de plusieurs agressions est détenu sous caution 1 semaine après sa libération. Un cinglé de New York avec un tuyau. On dirait un des Three Stooges, genre whoop whoop whoop. C'est un truc à la Elmer Fudd. Oui, comme dans les dessins animés. Pas de sang, ta tête ne saigne pas, ça fait juste boum. Ça se plie puis ça revient en place après qu'il ait pris le tuyau. Tu as une grosse bosse sur la tête, mais une femme innocente a aussi été matraquée. Oui, c'est le mot. Elle a été matraquée avec un tuyau lourd. Ce n'est pas un cinglé de New York et les bras de Popeye n'ont pas grossi à cause des épinards. C'est comme un titre hilarant. Il a agressé 2 femmes et une adolescente pendant 5 heures leur soir dans le Bronx et a été placé en détention sous caution jeudi par le même juge qu'il avait libéré sous surveillance la semaine précédente. Oui, comme de jeunes filles, le maniaque de 23 ans errait dans les rues grâce aux lois laxistes sur la caution à New York après avoir été inculpé la semaine dernière pour des agressions similaires sur des femmes inconnues. Nous avons le frappeur de Chicago, le cogneur de la loupe et maintenant le matraqueur du Bronx. Ouais. Où était-il vraiment dans le Bronx? C'est un gars du Bronx. Le matraqueur du Bronx, c'est plus allitératif. Allez, New York Post. Le New York Post est souvent critiqué pour ses gros titres. Scott Greer a ensuite soulevé un point intéressant. Tu peux lire? Oui, il a dit que le New York Post emploie beaucoup d'euphémismes idiots, mais que contrairement à la plupart des médias américains, il évoque les crimes commis par des Noirs et tente d'inclure des photos des auteurs. En dehors du Post, ces histoires seraient probablement ignorées, saturées par les médias. Et puis, si on y réfléchit, ce sont justement les euphémismes qui rendent l'article viral, parce qu'on se moque toujours du New York Post pour avoir utilisé un nom bizarre. Mais au final, ça attire encore plus l'attention sur l'histoire. Ça l'amplifie. Le New York Post pourrait être de notre côté. Ils le sont. La famille Murdoch possède le New York Post et Fox, donc ce sont les mêmes personnes. Mais c'est un peu, vous savez, ils le font à leur manière, et nous devons le dénoncer. Nous devons dire juste un homme noir, un récidiviste noir. Avec les dreadlocks et le regard vide. Mais ils jouent leur rôle et ils commencent avec la photo. Donc, tant mieux pour eux. Et c'est amusant. C'est un petit jeu du chat et de la souris sympa entre le New York Post et la société en général. Ouais. Un cinglé de New York armé d'un tuyau. J'adore le même. Je déteste les fous armés d'un tuyau à New York. Totalement. Très bien. Notre prochaine histoire est celle que nous avons mentionnée dans l'introduction. Mais assommer quelqu'un, c'est l'une des choses les plus personnelles et folles à faire. Frapper quelqu'un à la tête avec un objet lourd. Oui, batte de baseball, matraquage. Vraiment fou. C'est très intime de faire ça. Notre prochaine histoire est celle que nous avons mentionnée dans l'introduction. Un adolescent de 15 ans a été arrêté 111 fois. Qui a été arrêté 111 fois depuis août 2023. Les arrestations comprenaient 55 vols de voitures et 45 vols à l'intérieur de voitures. La police a découvert plusieurs armes à feu sur l'adolescent et a confisqué un téléphone comme preuve. Ils disent qu'ils y ont trouvé diverses recherches Google, y compris. Quelle est la peine pour avoir tué un policier? Le meurtre de policier constitue-t-il une accusation? Qu'est-ce qu'un meurtre capital? La police indique que le jeune de 15 ans a été relâché à nouveau en septembre. On ne peut pas simplement dire « on va te laisser retourner chez ta mère ou chez toi si le foyer est brisé sans tenir le foyer responsable ». Il n'y a aucune responsabilité en ce moment. Ouais. Et tu te demandes si c'est lui qui fait ses recherches Google par précaution? Ou a-t-il tué un flic et craint-il de gros ennuis? Je pense qu'il y pensait parce qu'il l'aurait relié au meurtre du policier, je dirais. Peut-être. On voyait qu'il n'a pas été marqué quand la perquisition a dit « c'est une accusation de meurtre passible de la peine capitale ». Puis, il demande « qu'est-ce que ça veut dire ?» Je n'ai que 15 ans.
Et puis tu vois la photo qu'ils utilisent, la photo anonyme. On dirait un gars blanc. Ah oui. Ce n'est pas un gars blanc. Avec les cheveux coiffés sur le côté? What? Allez, de quoi tu parles? Des dreadlocks. Il devrait avoir une afro ou des dreadlocks. Il va voler une voiture et finir, je crois, en Caroline du Nord, non? Oui. Il va voler une voiture. Il va braquer la mauvaise personne et se faire tirer dessus et ce sera la fin pour lui. C'est quelque chose que je déteste dire, mais je pense que la seule façon pour qu'il disparaisse, c'est qu'il se fasse tuer soit par la police, soit par un citoyen armé qu'il essayait de victimiser. Et 111 fois depuis août 2023, ça fait à peu près une arrestation tous les 7 jours. On évoque souvent la théorie de l'iceberg. Les arrestations sont toujours inférieures au nombre de crimes car on échappe parfois à la justice. Donc avec un ratio de 2 pour 1, il a probablement commis 333 délits graves ou infractions passibles d'arrestation. Mais oui, un gamin de 15 ans qui continue simplement d'être remis en liberté encore et encore. Chaque jour, c'est ce qu'il fait, et puis un jour, quelqu'un va l'arrêter et on dira alors « tu as tué un adolescent ». Ouais. C'était un bon garçon. Ouais. Ils vont utiliser une photo de remise de diplôme pour lui et tenter de relancer les tensions raciales de l'ère Obama. Ouais. Et ensuite, c'est le maire de... Charlotte. Charlotte, je crois. Donc je ne pense pas, je pense qu'elle n'a pas l'air d'être le genre de personne qui va avoir de l'empathie pour le criminel. Oui, nous parlons souvent de Minneapolis, des Somaliens, du manque de loi et de l'incapacité à poursuivre. Pour que la police poursuive les suspects, c'est notre nouvelle ville à vendre sur laquelle nous sommes pessimistes, Charlotte. Oui. Nous allons en voir d'autres bientôt. Notre prochain récidiviste vient aussi de Charlotte. Cette section est donc une mini-Charlotte. Une autre raison pour laquelle nous vendrions si Charlotte était une action. C'est au comté de Mecklembourg. Peux-tu lire cette histoire? Oui, le même comté qui a libéré le meurtrier d'Irina Zarutska avant sa mort. J'ai appris que la libération avait été décidée par la juge Teresa Stokes, qui n'était même pas encore diplômée en droit. C'est encore une histoire de Teresa Stokes. La juge démocrate Carla Archie a condamné Davion Crawford, qui a reconnu avoir tiré au hasard sur 5 personnes en Caroline du Nord, à seulement 20 à 36 mois de prison. Il bénéficie d'un crédit pour les 350 jours déjà purgés, ce qui signifie que ce fou sera de nouveau dehors à errer dans les rues dans quelques mois. Il a tiré au hasard sur 5 personnes, comme dans une foule. Et donc la personne qui a prononcé cette sentence a été nommée, c'est celle qui a nommé Teresa Stokes, celle qui a relâché le meurtrier d'Irina Zarutska. On a aussi évoqué une autre faute qu'elle a commise dans l'épisode précédent. Ce sont vraiment des incapables. Charlotte est vraiment foutue parce que les juges nomment d'autres idiots qui partagent à eux leur point de vue et relâchent en presque immédiatement dans la rue des jeunes délinquants noirs, violents et récidivistes. Notre dernière histoire de Charlotte. Herbert Jordan de Charlotte en Caroline du Nord, déjà arrêté 50 fois, dont pour agression sur un policier et des femmes, a de nouveau été arrêté pour avoir agressé une femme alors qu'il était en liberté sous caution. Il a de nouveau reçu une caution de seulement 5 000 $. Donc c'est encore un autre type de cas. Il agresse une femme, se fait arrêter, caution de 5 000 $, il est relâché, il agresse à nouveau des femmes, il est encore relâché. Ouais. Donc tu vois clairement à quel point le système judiciaire est pourri dans certaines parties stupides de l'Amérique, où il n'y a même pas de mécanisme pour gérer les récidivistes. Tu sais, j'ai toujours pensé, j'ai toujours eu cette idée en tête que si tu faisais une connerie pendant ta liberté conditionnelle, tu retournais direct en prison. Il paraît que ça ne se produit plus dans certaines régions des États-Unis, non? Oui, il faut continuer, il est presque réhabilité. C'est tous ces juges à la peau claire, éduqués. Comme s'ils relâchaient vraiment des criminels violents juste parce qu'ils sont de la même origine qu'eux. Exactement. Et être juge, tu penses que c'est genre oh, il faut aller à la fac de droit, il faut faire tout ça. C'est comme aller à la caserne de pompiers, demander qui est le chef, puis dire « Maintenant, tu es le juge ». Il dit « Très bien, tu as volé la voiture de la dame, on te garde ». Ça fait 3 ans. J'ignore ce que disent les directives de condamnation, mais je pense que c'est ça. Tu vois? Au lieu de le laisser sortir. Mais ensuite, un juge en robe dira « Eh bien, nous allons vous laisser sortir sans caution ». En raison de préjugés systémiques et finalement raciaux. Un grand moustachu dira « Ouais, tu pars un moment ». Pourquoi t'as fait ça à cette vieille dame? C'est ce qu'il dirait, un gars à l'ancienne. Tu vois? On manque de plus en plus de ce genre de personnes à des postes de pouvoir. Il y a beaucoup de gens instruits qui sont pourtant complètement idiots. Nous avons aussi une autre femme, la juge Hélène. La juge Elaine Barber a libéré sous caution de 9 500 $ un criminel violent condamné, accusé d'avoir tenté de violer une femme sur un sentier de randonnée. Les procureurs ont supplié de ne pas le libérer, mais elle l'a fait. Le criminel violent erre désormais librement dans les rues.
Voici une autre histoire la concernant. La juge Hélène Barber a rejeté la demande des procureurs de maintenir en détention sans caution le conducteur accusé de conduite en état d'ivresse, Youssouf Hassan, dans l'accident mortel qui a coûté la vie à une étudiante de l'University of Central Florida nommée London Harrell. Et donc ça fait plusieurs cas. Une tentative de viol sur un sentier de randonnée, ce qui est typiquement effrayant. Un sentier de randonnée, c'est comme le début isolé d'un film d'horreur. Comme si c'était vrai. Ouais. Parfois, j'ai vu assez de dossiers criminels pour voir une fille retrouvée morte, frappée à la tête avec une pierre après un viol sur un sentier de randonnée. C'est un cliché assez courant. Mais la juge Hélène Barber laisse tout le monde partir. Un barman peut être arrêté s'il sert trop à boire à quelqu'un qui fait ensuite quelque chose de mal en travaillant dans un bar. Ouais. Ce sont des juges. Ouais. Et ils n'ont rien. À un moment, ils sont plus dangereux que les criminels. Qu'est-il arrivé à la responsabilité? Ils sont plus dangereux que les criminels, car eux sont enfermés. Tu te dis alors, on l'a eu, tout va bien. Et puis elle dit, laissez-le sortir. Ouais. C'est vraiment un truc de méchant. Je sais. C'est Bane, il ouvre les prisons. Il est sur le bateau de la prison et il dit « Ouvrez la porte ». Ce type a essayé d'agresser une femme. Nous l'avons attrapé. Celui-là a volé la voiture de 110 personnes. Laissez-le sortir. Libérez-le. Voyons ce qu'il va faire ensuite. Libérez-le. Dernière histoire de mauvais juge. C'est en réalité le procureur Larry Krasner. Le procureur progressiste de Philadelphie, Larry Krasner, avait déjà abandonné les charges d'enlèvement contre un multirécidiviste libéré sous caution de 20 000 $. Eh bien, il vient d'enlever une autre femme dont les restes viennent d'être retrouvés. Krasner a reconnu qu'il aurait pu davantage poursuivre ce criminel. Sans blague, et si on cessait de laisser des criminels violents libres? Krasner est élu en novembre. Nous ne devons pas vivre ainsi. Le gars au dreadlock sales, une fille aux gentilles. Triste. Mort. Et puis, sur CNN, la première chose dont il parle, ce n'est pas toute cette criminalité et tous ces récidivistes qui sont relâchés. C'est le racisme. Écoutez cette femme blanche évoquer l'ampleur du racisme, cherchant à soutenir et à gagner la faveur des personnes noires. Je suis une femme blanche qui a vécu dans un État conservateur toute ma vie. Je peux dire que, entourée de personnes blanches, elles testent le terrain du racisme. Elles testent ça sur des gens comme vous tout le temps, et elles essaient de dire des choses déplacées. Je lève la main. Oui, cela arrive. Peut-être avez-vous eu une expérience différente. Puis-je préciser qu'en août dernier, une personne blanche a dit le mot en haine devant moi? Gros problème. Incroyable, elle s'en est rappelée. Tu pourrais dire à l'émission, à Charlotte, Caroline du Nord, si une personne noire commet un crime violent, tue quelqu'un, elle est relâchée gratuitement. C'est comme l'opposé du racisme systémique, c'est comme relâcher systématiquement des personnes qui sont criminelles et violentes parce qu'elles sont noires. Ouais, inversion systémique. Ouais. Tu dois juste faire l'inverse. C'est fou, mais quelqu'un a dit un mot, non? Quelqu'un a dit un mot. C'est un vrai problème sur lequel l'Amérique doit se concentrer. Certaines personnes sont arrêtées 120 fois. Et cette femme noire qui a affirmé que quelqu'un avait dit le mot en haine devant moi ressemble au type de fille de l'histoire de Larry Krasner, qui aurait pu être enlevée et tuée par quelqu'un que Larry Krasner n'a pas bien poursuivi. Je ne crois pas que le Ku Klux Klan viendra la chercher. Je pense plutôt que Jamal pourrait organiser une fête d'enlèvement ou autre. Tu vois quel est le vrai danger? Et c'est là qu'il y a une déconnexion, non? Quel est le vrai danger? Il doit y avoir une dissonance mentale pour qu'ils poursuivent leur agenda. N'est-ce que ce n'est pas aussi un déni de réalité? Oui, le vrai danger, c'est ça qu'il faut retenir. D'accord, bonne nouvelle. Le EBT sera aussi suspendu tant que le gouvernement reste fermé. En gros, on est à la limite. Il faut que la fermeture dure un peu plus longtemps pour que l'EBT et même la section 8 échouent aussi. Ce message indique que les prestations Supplemental Nutrition Assistance Programme sont suspendues en raison de la fermeture et du manque de financement du gouvernement fédéral. Les prestations SNAP ne sont pas versées. En fait, je vais lire, ça vient de Feeding Pennsylvania, mais je vais en lire un autre. Les républicains à Washington, district de Columbia, n'adoptent pas le budget fédéral, provoquant la fermeture du gouvernement. En novembre 2025, les prestations SNAP ne seront pas versées. Dès le 16 octobre, les prestations SNAP seront suspendues en Pennsylvanie jusqu'à la fin de la fermeture du gouvernement fédéral et le déblocage des fonds. Nous informerons les bénéficiaires du SNAP dès que les paiements reprendront et vous communiquerons la date prévue de réception.
Donc, j'aime la fermeture du gouvernement. Si la fermeture du gouvernement se prolonge et que les républicains restent inflexibles, cela nuit finalement aux démocrates, car leurs électeurs en dépendent. Tous ceux avec de faux emplois gouvernementaux rentrent chez eux. Ouais. Genre, j'aime bien, je sais. Je n'ai rien à perdre et on économise 1 mois de dépenses. Et tu sais combien on dépense et toutes nos affaires qui comptent vraiment, genre la glace continue toujours. La glace militaire, peu importe. Ouais, c'est ça fermé. Toutes les conneries et les trucs en trop, je m'en fiche. Donc, et ça va, je pense que ça arrive si la fermeture continue. Donc ce n'est pas encore arrivé. Ils préparent juste un peu les gens. Nous ne pourrons plus recharger vos cartes. Oui. Alors, Très bien, ne sois pas trop déprimé. Passons à quelque chose de plus positif aujourd'hui, avec des choses qui remontent le moral. Nous sommes retournés sur le chemin des souvenirs. J'ai en fait parcouru toutes les ressources des 300 épisodes. J'ai regardé plein d'anciens épisodes pour retrouver tous mes clins d'œil préférés auxquels nous allons arriver. Mais d'abord, je voulais vous montrer une compilation de mon élément de lore préféré de l'émission. L'émission contient beaucoup de lore. Il y a les doubles, il y a les chutes de piles de pierre, il y a Snarf O'Banion. Et mon préféré, être obsédé par Rob Smith. Donc, c'est mon histoire préférée parmi les 300 épisodes de Rob Smith Obsession. Veuillez la passer ensuite. Hier après le tennis, mon pote et moi avons mangé du ceviche. Hier, après le tennis, mon pote et moi avons mangé du ceviche. Rob Smith a dit ça dans son histoire. J'ai reçu ça. J'ai perdu le contrôle, je suis devenu fou. Maintenant, tout le monde en parle sans cesse, que ce soit sur Twitter ou en commentaire. T'as assez entendu parler de Rob Smith? Rob Smith. Et vous n'avez pas entendu que Rob Smith a mangé du ceviche après son match de tennis à Miami? Vous n'avez pas entendu? Où étiez-vous? Rob Smith. Je n'arrive pas à croire que Rob et son ami aient mangé du ceviche à Miami après le tennis. Rob Smith est ici, mesdames et messieurs. Rob Smith. Directement du club de tennis et de ceviche. Et tu as entendu parler de Rob Smith? Il est revenu de Miami après avoir joué au tennis. Et il est allé prendre un ceviche, réserver la cabane. Tu as entendu parler de ça? Ouais, t'as entendu que Rob Smith a mangé du ceviche après le tennis la semaine dernière avec son pote? C'est ce qui est Rob Smith. J'ai vu Rob Smith manger du ceviche. C'est une cabane après le tennis. Rob et son ami ont mangé du ceviche après le tennis à Miami, au Navana, il y a quelques semaines. la cabane, on l'a ajoutée récemment. En réalité, il n'y en avait pas. Quoi? Tu parles avec ce ceviche? Oui, à la cabane. Tu n'as pas entendu parler de ça? Non. Savais-tu que Rob, après avoir joué au tennis avec ses amis, est allé au cabana manger du ceviche? Qui est Rob? Eh papa, tu savais ça? Rob Smith et son ami ont mangé du ceviche après avoir joué au tennis à Miami. Oui. Rob est le meilleur. Oui, il est, vraiment. Je veux dire, mon ceviche. Nous ne sommes pas à Miami, mais je viens de finir l'entraînement de tennis. On ira ensuite aux cabanes. Inventons un scénario. D'accord. Prenons une métaphore. Restez avec moi un instant. J'ai un ami. Nous avons tous un ami. D'accord. Le nom de votre ami est celui que vous choisissez. Par exemple, mon ami s'appelle Rob Smith et Rob est vraiment super. Il vit à Miami, il joue au tennis avec ses copains. Peu importe, il mange du ceviche, il va dans des cabanes. Vous savez, il mène une belle vie. Nous sommes tous amis avec Rob. Tu as entendu que Rob a mangé du ceviche après son match de tennis à Miami? Tu as entendu ça? Non! Ah d'accord, je voulais juste vérifier. Hier, après le tennis, mon pote et moi avons mangé du ceviche. As-tu entendu que l'autre jour, Rob Smith a mangé du ceviche dans la cabane après le tennis avec ses amis? Maintenant, tout le monde parle du jour où ils ont mangé du ceviche. Et Dieu! Ça n'a jamais fini. Tout le monde l'a rejoint. As-tu entendu ça l'autre jour? Rob Smith a mangé du ceviche Dans la cabane après le tennis avec ses amis. Et tu as entendu que Rob a conduit sa Vespa jusqu'à une réunion d'affaires à Miami Beach?
Tu n'as pas entendu parler de ça? Non, c'est le même Rob qui a mangé du ceviche au cabanon après son match de tennis. Non, ça ne te dit rien? Non, ça ne me dit rien. Pas de Rob ceviche. Eh bien, Rob a mangé du ceviche après son match de tennis. C'est exactement ce qu'il doit faire pour retrouver son ancien coup. Et je te verrai à la cabane à Miami. Hey Rob, j'espère que tu t'amuses bien à Miami à la cabane. Je suis très jaloux. Flecas sera là demain et il apporte du ceviche. Encore une fois, je suis très jaloux de toi. Prépare ton dossier de tennis. Prépare ton dossier de tennis. Mon intention, c'est de dire « Oh là là, quel bon ami ». Désolé, je divertissais Rob en mangeant tout le ceviche après le tennis à la cabane. Rob, je vais dire que c'est le tennis ceviche de Miami. Maintenant. Mon ami avait ceviche dans la cabane. N'est-ce pas, espèce de fou comme tout le monde en parlait? Ouais. J'aime quand on raconte ça et implique les personnes âgées dans un spectacle de Rob. Oh, tu as entendu que Rob Smith a mangé du ceviche après son match de tennis? Et tout le monde en parle. Et tout ça, c'était comme une petite histoire sur Rob. Ouais. Et ça m'a juste rendu fou. On peut façonner la réalité comme on veut. C'est l'essentiel. C'est une question de ce sur quoi tu insistes. J'adore aussi la personne à la boutique d'alcool. La boutique d'alcool qui force les gens à entendre parler de Rob. Le gars de Walmart, c'est bien. Les vieux sont tous fous, on adore. Et maintenant, pour vraiment terminer le spectacle, nous avons une compilation de dédicaces avec toutes les meilleures dédicaces de ces dernières années. On laisse passer ça et je vous retrouve avant la conclusion. Oh mon Dieu, tu n'as pas fait ça. Tu es sérieux? Mon préféré. Voilà. Tu en penses quoi, Flecas? Meilleur podcast d'actualité, non? De quoi remonter le moral? C'est comme mon 20e poisson aujourd'hui. Bonjour, je suis André Vonovin. J'ai les plus grosses lèvres du monde. Si vous regardez Flecas Talks, De podcast, le meilleur podcast d'actualité. Merci. Flecas Talk est le meilleur nouveau podcast de tous les temps. Les gens inspectent les joueurs en direct dans l'air calme cet après-midi. Il fait 25 degrés Celsius. Désolé, skis. Allez, installez-vous et profitez du reste du vol. C'est Smarty Light Hero sur Flecas Talks, le meilleur podcast d'actualité de tous les temps. Bonne écoute. Avec ta grand-mère. Je ne suis pas là. Flecas Talk est le meilleur podcast. Bon visionnage de Flecas Talks, le meilleur nouveau podcast. Dans le monde, je vais sortir ça pour Flecas Talks, the podcast. Le meilleur nouveau podcast de tous les temps. Nous avons hâte de voir ce que vous accomplirez ensuite. Et rappelez-vous, Flecas Talks a été classé comme le meilleur nouveau podcast de tous les temps. Et ça, c'est vraiment cool. Apparition de Hannah et Steve. Excellent travail à National Post. Je le dis probablement trop souvent, mais j'adore Flecas Talks. Les gens peuvent aussi s'y abonner. Ça fait partie de National Post. Super boulot, Ryan. Merci. Très rapidement, juste avant de commencer, je voulais juste prendre un moment pour rappeler à tout le monde d'aller voir Flecas Talks, le podcast. Même après 100 épisodes, c'est toujours le meilleur nouveau podcast de tous les temps. Et je veux juste que vous sachiez tous que Flecas Talks est l'émission de podcast d'actualité la plus en vogue de tous les temps. Le podcast Flecas Talks reçoit 5 gros booms. Boum. Boum, 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 boum. Allons-y. Mesdames et messieurs, nous allons bientôt atterrir. Flecas Talks, préparez-vous. Et un petit rappel, allez sur YouTube et abonnez-vous au podcast Flecas Talks. Et passez une excellente journée. Merci Twitch. C'est complètement fou. Regardez ça. Une chose que je mentionnais, si vous n'êtes pas déjà abonné au podcast Flecas Talks, on a failli perdre le public. Aussi, Lakeshore BMX, pendant qu'on a une minute, chaque vendredi, il y a ce merveilleux podcast qui sort, qui s'appelle Flecas Talks. Il a été élu meilleur nouveau podcast de tous les temps.
et Lakeshore BMX. Si ça t'intéresse d'entendre parler de Rob Smith, de Sadis et de ce qui se passe dans le monde, eh bien, écoute-le. Richard! Tu as entendu que le podcast Fleckastox était maintenant diffusé les mardis et vendredis. Ce rythme bat King Liquid Rock Bull. Ouais, surtout ça. Ouais, Fleckastox, le meilleur nouveau podcast. Hey, cool. Et enfin, Fleckastox, le podcast a été classé meilleur nouveau podcast de tous les temps. Salut, je suis Frankie Dunn et vous écoutez le podcast Fleckastox de Frank Todd. Oh, et si vous cherchez quelque chose d'important, Fleckastox est classé meilleur nouveau podcast de tous les temps. Des épisodes inédits sont diffusés en streaming chaque mardi et vendredi sur YouTube. Ne les manquez pas. C'est tout pour moi. Passez une bonne soirée, à la prochaine. Ne soyez pas trop déprimés, gardez le moral. Au top de votre forme amoureux de l'or en seconde période, présenté par Fleckastox, le podcast. Eh bien, le meilleur nouveau podcast de tous les temps prend ce score et retourne ce siège. Oh mon Dieu, tu te fous de moi? Attention, clients de Walmart. Si ce n'est pas déjà fait, merci d'aimer et de vous abonner au podcast Fleckastox. Classé meilleur nouveau podcast de tous les temps. Merci et bonne journée. C'était vraiment cool. Oui, c'était vraiment cool. Merci à vous tous pour toutes les dédicaces. Merci de nous soutenir et de nous regarder toutes ces années. Nous allons continuer aussi longtemps que nous serons en vie. Bon, du calme, Fletch. Mais oui, non, c'est 300. C'est un cap, tu sais, c'est quelque chose. Ouais. Combien de podcasts atteignent les 300 ? Pas beaucoup. Pas beaucoup, n'est-ce pas ? Nous sommes très reconnaissants. Nous n'aurions pas réussi sans vous. Merci de regarder. Aimez, partagez, abonnez-vous. Contenu bonus sur fleckastox.com dès demain. Et profitez d'une version spéciale de la chanson de fin. Et puis, vous entendez le son. Nous allons aux toilettes. Vous savez qu'on doit y aller? Parce que Flecka et Ratboy viennent tout juste de mettre en ligne l'émission Fleckastox. Applaudissez notre meilleure discussion. Fleckastox, c'est comme ça. Reste jeune, écoute des podcasts sympas. La seule façon de montrer Le meilleur podcast d'actualité de tous les temps. À la dernière page des tâches ménagères, nous laissons Flecka s'exprimer. Il y a un nouveau coup de folie extraterrestre. Ratboy le filme en même temps. C'est exactement ce que Fetch ne voudrait pas que vous voyiez. Mais cela pourrait être une distraction, et c'est ce qui t'amène à moi. Fleckastox. Applaudissez le meilleur animateur du monde. Fleckastox, Fleckastox. Juste les nouveautés, on s'amuse avec le poste. la seule façon de montrer
meilleur podcast d'actualité De tous les temps. Nous sommes encore dans les couleurs. Oui, j'ai lu les commentaires. Ne te laisse pas trop perturber ou déprimer par la gêne de la rubrique Urban Decay du week-end. Il y a de l'or réconfortant et des éclats de tension maîtrisés. Viens égayer ta journée. La seule façon de montrer le meilleur moyen de garder la boîte postale pleine. Nous n'arrêterons pas tant que le monde ne sera pas débarrassé de toutes les personnes. Si vous voulez plus de contenu Fléca, alors assurez-vous simplement d'être aspiré dans le bonus land. Fléca Stocks. Applaudissez pour la meilleure émission du monde. Fléca Talks, que les nouveautés. La seule façon pour que l'émission puisse être définie de tous les temps. Nous regardons de vieux épisodes. Oui, on regarde tous les épisodes. La seule façon de montrer peut être définie. Le meilleur podcast d'actualité. Les mots ne sont que des mots tant que l'action n'a pas vraiment commencé. Fléca Stocks. Et les actions parlent plus fort que les paroles. Fléca Talks. Mais en même temps, les mots parlent. Nous sommes réunis ici aujourd'hui parce que l'idée de liberté ne peut pas être enchaînée par les mains du temps. Vous avez compris, merci. Applaudissons-le.